Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur American Water Works? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici. En supplément de ça, je vous envoie généralement deux notes d'analyse pour les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi, ainsi que des notes de suivi au besoin. D'accord? Notes de suivi, ça veut dire quoi? Les quatre entreprises dont on a parlé précédemment ici. Au cas où voilà, la thèse d'investissement de départ change, au cas où j'ai appris quelque chose de plus d'intéressant au niveau du trimestre, etc., je vous le communique généralement ici. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les notes de suivi. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on vous promet un quelconque rendement. Ça veut juste dire que si telle entreprise vous intéresse, si l'entreprise qu'on a mentionnée vous intéresse, vous lisez vos rapports financiers. Si vous avez des questions, on en débat. OK? Donc, en supplément de ça, vous avez la top newsletter où vous recevez des analyses sectorielles. Dernièrement, on a parlé de l'industrie pétrolière ici. Vous savez à peu près que, bon, actuellement, on gagne beaucoup d'argent, mais également, ça prend avec des pincettes. Donc, ici, directement, comme d'habitude, ici, on va suivre le même plan, d'accord? Donc là, on va aller sur le revenu, croissance du revenu, free cash flow, nombre d'actions, PE moyen, dette nette, qualité de dividende. Je rappelle ici que ce n'est pas tout ce qu'on doit regarder du point de vue ratio sur une entreprise. On pourrait peut-être parler ici du ROIC, etc. Regardez à peu près si on a par exemple une entreprise ici qui est la vente la vente au détail, on regarde peut-être le DCL outstanding, ce genre de choses-là. Bref, ici, c'est très simple, mais ça vous donne une idée générale de combien est-ce qu'on est prêt à payer maximum pour une entreprise. OK? Donc, combien est-ce que je suis prêt à payer personnellement? OK? Donc, on va directement ici dans America Waterworks ici. Alors, la première chose que je regarde, c'est la tendance des revenus. On a une croissance des revenus, mais je remarque ici qu'en partie de 2021, on a une certaine décroissance des revenus. Donc, il faut faire attention à quoi est-ce que c'est dû. Donc, il faudrait que j'aille regarder mes rapports financiers ici pour me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a une réduction du revenu à cette période-là. Mais on a une certaine croissance, ok? Donc la croissance est là. Est-ce que la croissance est par acquisition ou de manière organique? Point d'interrogation, ok? Donc on voit ici que c'est une entreprise qui fait de très petites acquisitions année après année. Donc voilà, on a c'est un mix des deux, croissance organique et inorganique. Maintenant, on va regarder la marge brute. C'est bien d'avoir une croissance des revenus, etc. Est-ce que la marge brute se maintient au moins? Là, on voit que les marges brutes se maintiennent, d'accord? Les marges, donc ça se maintient un tout petit peu, même pas un tout petit peu. On est stable, d'accord? On est à peu près stable depuis au moins une dizaine d'années ici. Enfin, quand on prend, si on parle pas de 2013 ici, on a une certaine stabilité. Donc, on aime ça, on aime ça, on aime ça, ok? Maintenant, en termes de net income, en termes de revenus, déjà, je dois regarder une chose, l'estimation des analystes. Les analystes ici s'attendent à des revenus de combien sur les 12 prochains mois? Alors, sur les 12 prochains mois, on s'attend à des revenus à peu près aux alentours de 4 milliards 170 millions. Je vais noter ce montant-là, 4 milliards 4 0,17 parce que je le note parce que je sais qu'il y a une certaine croissance ici, mais comme je l'ai toujours dit, la croissance qui sera vue ici, la croissance que vous voyez ici, c'est la croissance qui est passée. Il n'y a aucune garantie que la croissance passée reste identique dans le futur. Ça vous donne une idée générale de quel type de compagnie on a présentement ici pour avoir à peu près l'idée générale par rapport à la croissance future. Écoutez ce que dit le management, d'accord? Lisez le plan stratégique s'ils ont sorti un plan stratégique tantôt. Donc on voit ici qu'il y a une certaine croissance de 4% par là. 4%. Sur les 5 dernières années, on est à peu près aux alentours de 3,5%. Et sur les 3 dernières années, on voit à peu près du 4% également sur les 3 dernières années, quand même, on a 1,65. OK? Donc, si on le prend ici en année après année, vous constatez que la décroissance ici, on a eu une décroissance ici à partir de 2022. Donc, il faut savoir pourquoi ça coïncide ici avec la baisse des revenus. OK? Mais il peut y avoir une bonne raison derrière. Comme je l'ai toujours dit, une analyse fondamentale, c'est le quantitatif qui présente les chiffres, donc ce qu'on a que de faire ici, et le qualitatif qui fait parler les chiffres. Donc, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que les revenus ont baissé? Rapport financier. Pourquoi est-ce que les marges sont stables? Rapport financier. La croissance future, on s'attend à quoi? Rapport financier. Ou bien conférence call. D'accord? Les deux vont ensemble. Bon. Maintenant, une fois que je sais que les analystes s'attendent à 4 milliards et poussière dans quelques années, ok, je compare ça avec ce qu'on a présentement ici. On voit on aura quand même, on s'attend à des revenus qui vont augmenter à nouveau. Ça sera à peu près plus haut que ce qu'on a eu en 2021. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ça peut être temporaire, le petit ralentissement ici. Maintenant, en termes de revenus, j'aimerais bien aller regarder les revenus sur les 3 prochaines années, histoire de voir si on attend quelque chose de plus élevé qu'en 2023. Donc, sur les 3 prochaines années, on s'attend à peu près à 4 milliards 830 millions. Donc, sur les 12 derniers mois et sur les 12 prochains mois ici, on s'attendait à combien? On compare juste les deux ici, donc vous voyez qu'on s'attend à quelque chose de plus élevé que ça. C'est tout ce que ça me dit, donc on a une certaine croissance dans le futur, et c'est uniquement 3 ans. Ok? Maintenant, en termes de net income, je compare les net income et les free cash flow, et j'essaie de voir si on parle le même langage, d'accord? Parce que c'est ici que moi je suis rémunéré. Vous pouvez faire tout le revenu du monde, si vous n'avez pas de bénéfice net ou de free cash flow, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord? Donc, ici, je compare les free cash flow avec les net income. Quand je prends les free cash flow et les net income, je les mets sur le même graphique. Peut-être que vous ne le voyez pas bien et je vais mettre ça ici en zoom. Vous constatez quoi?
Le graphique est parlant, n'est-ce pas? Elle ne gagne pas d'argent. C'est pas qu'elle ne gagne pas d'argent uniquement cette année, mais c'est qu'à partir de 2018, voilà, c'est toujours en déficit. Vous pensez qu'on va se... Ça veut dire que quand c'est en déficit, ça veut dire que le cash flow opérationnel, moins la dépense en capital, on doit s'endetter en supplément si on veut payer le dividende, si on veut payer la dette, si on veut repayer la dette, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va émettre de nouvelles actions. Donc ici, même la dépense en capital, il n'arrive même pas à couvrir la dépense en capital ici parce que la différence ici doit être couverte. Et cette différence-là, en fait, c'est uniquement par rapport à la différence, enfin, le chiffre est négatif uniquement par rapport à la dépense en capital parce que le cash flow opérationnel ici, on peut voir ici qu'il est croissant, ok? Mais quand on fait ça, le 1 milliard en question, moins la dépense en capital, vous voyez qu'on a quelque chose qui n'est pas bon. Donc on peut également regarder le capital expenditure ici. Capital expenditure, d'accord? Parce que c'est lui qui affecte le free cash flow. Quand capital expenditure, généralement, c'est free cash flow, c'est égal aussi à cash flow opérationnel moins capital expenditure. Mais attention, dans capital expenditure, il faut faire la différence entre la dépense en capital de maintenance et la dépense en capital de croissance. Généralement, pour avoir une idée générale de la dépense en capital de maintenance, regardez la dépréciation. Je dis bien, regardez la dépréciation. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais ça vous donne une idée générale. Parce qu'une entreprise qui a des bénéfices nets devrait au moins avoir des free cash flow équivalents. OK? Donc ici, on constate que le CAPEX augmente de plus en plus. C'est bien de regarder le CAPEX ici également en pourcentage du revenu, d'accord? Histoire de voir à peu près, on voit que le CAPEX en pourcentage du revenu est très élevé. D'accord? Vous constatez que les années précédentes ici, on était plutôt sur une moyenne, enfin, avant 2015, ici, on était plutôt sur une moyenne de, enfin, on était quand même quelque part aux alentours des 30-40%, mais là, on est aux alentours des 60%. Qu'est-ce qu'elle en fait présentement avec la dépense en capital? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle améliore l'infrastructure? Ce genre de choses, voilà des questions que vous devez vous poser. Donc, ce qui veut dire qu'ici, vous voyez une entreprise qui ne paye pas de free cash flow, ça fait 8 ans, elle n'a pas les moyens de payer de free cash flow. D'accord? Entre-temps, vous pensez qu'on va faire comment? On va augmenter la dette, d'accord, comme ce que vous voyez présentement ici, et le nombre d'actions également aura tendance à augmenter. Donc c'est déjà à prendre avec des pincettes. Je sais que ce genre d'entreprise-ci, il faut faire très attention, ok? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas rentable, etc. Il y a une raison particulière pour que les free cash flow soient aussi négatifs, ok? Donc il faut aller lire les rapports financiers. Donc quand je prends ici les net income en termes de marge, d'accord? Je prends les marges ici, les net income, je constate que les net income ici augmentent de plus en plus en termes de marge, ok? Là, enfin, pas en termes de marge, excusez-moi, ça c'est en termes de volume, c'est pas... Donc, on va mettre les margins, net income ici, on prend ça, on les met ici en yearly, et je les prends comme ça, je prends ça, et je vais mettre la médiane un tout petit peu ici, et vous constatez quoi? Sur les 20 dernières années, on a 14%, sur les 10 dernières années, on a 15,78%, sur les 5 dernières années, on a 18%, d'accord? Sur les 3 dernières années, on a quelque chose aux alentours des 21,62%. Moi, je vais essayer de regarder ici si on va rester aux alentours des 20% par là, par rapport à ce qu'on s'attend à avoir dans le futur ici. Donc, je prends ici les net income, consensus normalized average en année N plus 3, d'accord? Et je prends ici le revenu attendu en année N plus 3, d'accord? Donc, ici, ça reste une estimation, ok? Faites attention. Donc, on prend ça, on met les deux ici. Donc, on s'attend à avoir 4 milliards 830, 8, 0, divisé par 4 milliards 830, ok, on arrive à peu près à du 22%. Donc, on peut se dire ici que cette entreprise peut avoir à peu près des marges aux alentours de 21,5%. Ok, donc je mettrai ici 21,5. Attention, ok, je mettrai du 21,5 ici. Donc, faites attention parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe au niveau des marges. On a 21,62, etc. On a eu 32, etc. Je prends 21,5. D'accord, 21,5. Et je suis trop gentil en le faisant. D'accord, 21,5, parce qu'il y a une petite voix en moi qui me dit ceci. Mais Thierry, pourquoi tu ne prends pas sur les 10 dernières années? Au moins, on est certain qu'on peut avoir du 15% et plus. OK, ça a commencé à augmenter à partir de 2018, mais au moins, vous savez que dans les rapports financiers, je dois demander pourquoi est-ce que les marges augmentent de plus en plus. Alors que la marge brute est à peu près stable ici, enfin, quoi elle a augmenté les dernières années ici. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'on devient de plus en plus efficient, etc. OK, donc, je note, je sais que voilà le genre de questions que je vais poser dans les rapports financiers. Donc, le nombre d'actions, d'accord, ici. En termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on rachète? Enfin, on a vu ici qu'elle ne rachète pas ses actions. On a plutôt 182 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Le 182 millions d'actions ici, je le mets 1, 8, 2. Voilà. Le PEA moyen pour ce genre de compagnie, si je sais déjà, voilà, il y a des gens qui payent 25, 30 fois les bénéfices parce que c'est un utility dans le secteur de l'eau et que l'eau est rare et que machin. Ouh!
l'infrastructure. Qu'est-ce qu'elle fait même? American Water Works, c'est quoi en fait? C'est un utility? Ok, parfait. Donc c'est ça, distribution d'eau, etc. Donc on aura des PER généralement très élevés, mais posez-vous la question, est-ce que vous voulez payer des PER de 30 fois les bénéfices? Donc ça dit qu'un rendement de 3% en date d'aujourd'hui. Si cette compagnie arrête de croire qu'elle vous donne, elle vous donne la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, d'accord? Au prix actuel, vous aurez un rendement de 3%, admettons même qu'elle n'a pas de dette. C'est ce que ça veut dire. Ok, le 30 fois les bénéfices. Donc, posez-vous la question maintenant, est-ce que vous voulez payer 30 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise ici? En moyenne, le marché, en moyenne, c'est, voilà, depuis 2019 ici, on est à peu près aux alentours de, en fait, depuis 2010, on est à peu près aux alentours de 23 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on est à peu près, voilà, c'est presque 25 fois les bénéfices même. Et je vous dirais que les taux d'intérêt, l'augmentation des les taux d'intérêt ont un impact négatif sur l'évaluation. D'accord? Donc, faites attention, quand le taux d'intérêt augmente, imaginez qu'on a des taux d'intérêt, maintenant on vous garantit qu'on a des taux d'intérêt, je dis bien garanti, entre parenthèses, qu'on a des taux d'intérêt, on aura des taux d'intérêt d'au moins, je dis bien d'au moins 5% sur les 20 prochaines années. Très rarement, vous allez voir une entreprise s'échanger à plus de 20 fois les bénéfices. Et encore, il faudrait qu'elle ait une excellente croissance. Parce que techniquement, je peux avoir un rendement de 5% juste en prêtant mon argent au gouvernement. Donc faites attention à ça. D'accord? N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que les ratios et tout ça, c'est bien, mais il faut savoir qu'est-ce qui pourrait les impacter positivement ou négativement. OK? Donc, ici, en termes de PE, quand je prends 25 fois les bénéfices, je suis trop gentil. Je dis bien 25 fois les bénéfices, je suis trop gentil parce que j'aurais pris des PER de 17, 20 et 25. Et j'ai même une préférence pour 20 fois les bénéfices. De toutes les façons, je vous donnerai la même information, l'information par rapport aux bénéfices ici, par rapport au PER. Maintenant, la dette, ok? Donc, la dette nette maintenant est de combien? D'aucuns ne prennent jamais en considération la dette. Il faut toujours prendre en considération la dette, ok? Parce que ce qui vous appartient, c'est, voilà, c'est tout ce qui vous reste après que l'entreprise ait repayé la dette, ok? Donc, faites attention. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne? Je rappelle ici que les liens vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium sont dans la description de la vidéo. Ok? Donc, ici, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Maintenant, 4 milliards 170 millions, multiplié par combien? 21%, 21,5% ici, fois combien? 25 fois les bénéfices. D'accord? Moins combien? La dette nette de 12 milliards 380 millions. Divisé par combien? Le nombre d'actions à 182 millions, ça donne ici 55 $ l'action. Donc, X25 égale 55 $ l'action. Maintenant, on va regarder ça en X20, ok? X20 ici égale combien? Donc 20 fois les bénéfices maintenant. Donc 20 fois les bénéfices, vu qu'on était à 8, 9, 6. Donc je vais mettre ici 8, 9, 7. Je l'arrondis. Fois 20 fois les bénéfices, ça ne va pas changer grand-chose. Moins la dette nette aux alentours de 12 milliards 380 millions ici. Ça donne au total 5 milliards 560 divisé par le nombre d'actions, à savoir 182 millions d'actions. Ça donne au total 30 $ l'action. Ça veut dire ceci. Moi, je serais prêt à payer uniquement entre 30 et 55 $ pour cette compagnie-ci. OK? De préférence même 30 $. Parce qu'à 30 $ ici, je sais que la dette a été prise en considération. Même si je reconnais également que si on me distribue la totalité des free cash flow, d'accord, en dividendes, alors que l'entreprise s'échange à 30 $ l'action avec une capitalisation boursière de 5 milliards 560, j'aurai ici un rendement de combien? De près de 16%. Donc, je reconnais que c'est beaucoup quand même. OK? Si c'est la même chose avec le 55, quand on paye 55 $ ici, le dividende, quand on paye 55 $ ici, je pense que c'est la moitié de. On est à peu près à 10 milliards, on est à peu près 8. Donc, ça représente ici à peu près aux alentours de 8 à 9% par là. Si on paye cette entreprise à 55 $ alors qu'elle rapporte 896 millions par an. OK? Ça va continuer. Également, il y a une certaine croissance future, etc. Donc, posons-nous la question maintenant, est-ce qu'on veut payer cette entreprise à 139 $ l'action? D'accord? Parce qu'à 139 $ l'action, ça veut dire ceci. 896 millions plutôt, si on voulait distribuer ici en dividendes, d'accord, en date d'aujourd'hui, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez un rendement de combien? 3,32%. Oui, le dividende peut continuer à être croissant année après année, il n'y a pas de souci par rapport à ça. De toute façon, il est versé par rapport au bénéfice net. Mais vous vous rendez compte que cette compagnie-ci, pour payer le dividende, elle s'endette. D'accord? Est-ce que c'est une politique judicieuse ici? Posez-vous les bonnes questions. OK? Ce genre d'entreprise-ci est très demandé par ceux qui recherchent un rendement. Oui, le dividende, il est croissant année après année depuis 400 ans, machin. Ça, c'est pas important. C'est pas une métrique qui est importante, en fait. La métrique la plus importante, c'est la stabilité des bénéfices nets, les free cash flow. D'accord? Le rendement par rapport à vos coûts d'acquisition. Et le rendement par rapport à nos coûts d'acquisition en date d'aujourd'hui, il n'est que de 3%, ce qui n'est pas exceptionnel. Et encore, cette entreprise-ci a une énorme dette. Enfin, a de la dette. Quand je dis une énorme dette, attention, elle peut repayer sa dette.
d'accord, elle peut repayer sa dette ici. Donc, si on prend juste ici en considération la dette nette sur EBITDA ici, et on ne repaye pas la dette avec les EBITDA, mais au moins avec les bénéfices nets, vu qu'elle a une dépense en capital élevée ici. Donc, c'est une dépense en capital élevée. Donc, ça veut dire ici que si on, la dette nette qu'on a de 12 milliards ici, admettons le 12 milliards, on a 12 milliards et combien en plus? On a 12 milliards 380 millions ici, 12 milliards 380 millions ici, divisé par 896, ça donne à peu près ici, aux entours, il va nous falloir 13,81, donc à peu près 14 ans pour repayer la dette au complet, juste en utilisant les bénéfices nets, d'accord, sans distribuer le dividende ni quoi que ce soit. Est-ce que c'est faisable? Point d'interrogation. Et en année N3 ici, on s'attend à peu près aux alentours de 1 milliard par là. 1 milliard, techniquement, même admettons même qu'on arrive à, voilà, parce que quand je dis N plus 1 ici, donc l'estimation des analystes, ok, les analystes s'attendent à avoir des bénéfices nets de combien en année N plus 3. Ok, des bénéfices nets ici, non, ça c'est net, je prends le bénéfice net ici, donc je vais même faire une analyse ici, je vais exagérer, d'accord, ce n'est pas encore arrivé, donc on prend ça, à peu près, on s'attend à avoir du combien ici, 1 milliard 80 millions, admettons, d'accord, soyons fous, 1 milliard 80 millions, ok, vous savez déjà que par rapport à la dette nette actuelle ici, on peut repayer la dette à peu près en 12 ans. Bon, voilà, c'est déjà mieux que 14 ans. Mais tu ne payes pas 25 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette. La dette nette est de combien? La dette nette ici est de 12 milliards 380. 12 380 divisé par le nombre d'actions actuelles, 182 millions, ça fait 80 dollars l'action. Même si on exagère, on ne paye pas plus de 80 dollars l'action ici. Admettons même qu'on n'enlève même pas la dette nette. La valorisation totale de cette compagnie ici est de 27 milliards. Elle est déjà à 27 milliards. Elle ne rapporte même pas encore le milliard en question. Enfin, techniquement, si on regarde ici, net income ici, vous constatez quoi? Oui, quand même, hein, on a eu, quand même. Donc, voilà. Même si on rapporte le milliard en question, on est déjà à un niveau assez élevé. Ça ne prend même pas en considération la dette. Et quand bien on prend en considération la dette, ou bien si on ne prend même pas en considération la dette, on n'est qu'à 80 dollars. Maintenant, choisissez votre risque. Vous voulez payer ce prix-là? À vous de voir. Moi, ici, je sais une chose, cette compagnie-ci ne va pas m'intéresser à moins, je dis bien, elle ne va pas m'intéresser à moins de venir me chercher aux alentours des 55. D'accord? Aux alentours des 55, 80 euros par là. Même 80 dollars, même ça ne va pas m'intéresser. Donc, 55 dollars, c'est ce que moi je veux. 55 dollars minimum, c'est ce que je veux. OK? On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper. Et sinon, d'ici là, portez-vous bien. Merci.